Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion Parole de Star, nous serons en compagnie de Christophe Daniel, animateur, présentateur, journaliste à Télémélodie. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Star. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Christophe Daniel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, vous êtes passionné par la variété française depuis toujours. Vous arrivez sur Télémélodie à la rentrée 2014 afin de lancer une émission Mélodie 70. Quel était le concept de cette émission ? Le concept était de montrer 4 clips totalement différents de plusieurs périodes, de moments de cette décennie-là, et de musiques totalement différentes, français, anglo-saxonne, américaine, quelquefois même italienne ou espagnole, quand on en avait l'occasion. Et voilà, donc on montrait des extraits des émissions de Guy Lux, de Drucker pour les émissions françaises, et puis on avait aussi des extraits de la télévision hollandaise, télévision allemande, etc. Quel est le concept général et l'ambiance surtout qui règne à Télémélodie ? Il faut dire que cette émission n'existe plus, puisque j'en fais une autre. Oui, alors justement, mais à l'époque. L'ambiance générale qui règne à Mélodie est parfaite. On s'entend tous très bien. C'est plutôt une ambiance familiale. On est entre gens du même monde qui nous intéressons à la même variété, et donc la variété des années 60 pratiquement jusqu'à nos jours, même si c'est vrai qu'on s'arrête un petit peu aux alentours du début des années 2000, mais Thierry Cadet, qui s'occupe aussi d'une autre émission qui s'appelle Mélodie de Tube, diffuse des chansons qui peuvent être nées, avoir vu le jour au début des années 60 ou dans les années 70 et qui ont été repris depuis par la jeune génération. Donc vraiment, on balaye toute époque confondue. Alors aujourd'hui, vous présentez une autre émission. Alors aujourd'hui, je présente un hit parade, maintenant avec, comme Thierry Cadet, d'ailleurs, tous les deux, on est parti sur d'autres projets. Moi, c'est le hit Melody Vintage, un parade, un petit peu inédit, parce qu'en fait, des années 60 jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire avant la création du Top 50, on n'avait pas de véritable classement. C'est-à-dire que le Top 50, effectivement, donnait des vrais classements qui venaient droit de sondages qui étaient faits par Nielsen et Ipsos, si je me souviens bien. Donc c'était des véritables classements, des véritables chiffres de vente de disques. Alors qu'avant, les hit parades de RTL, de Europe 1, de RMC, du magazine Podium, qui était surtout chapeauté par Claude François, donc tout ça c'était légèrement truqué, il faut le dire, on le sait maintenant. On mettait les copains, les programmateurs, les programmatrices de radio aimaient d'abord mettre la chanson qu'ils aimaient bien en avant, et puis parce qu'ils avaient passé un bon week-end dans la propriété de Michel Fugain ou au moulin de Claude François, ou parce qu'ils avaient dîné la veille au soir avec Michel Sardou, ils se sont dit tiens, on va mettre le dernier 45 tours de Michel Sardou, on va le classer, je sais pas, 10e, 11e, puis on va le matraquer à mort à l'antenne, et ça deviendra très vite un numéro 1 ou un numéro 2 ou un numéro 3. Donc aujourd'hui, grâce à un garçon qui s'appelle Yannick Suivin, qui est un grand passionné de hit parade, il a réussi à retrouver tout, vraiment avec une calculette à lui. Il a fait une moyenne de tous les classements qui ont pu être faits, qui ont pu obtenir en tout cas tous ces tubes que l'on connaît par cœur. Et ce qui est amusant dans ce hit Melody Vintage que je présente donc depuis le début de la saison 2015-2016, voilà, c'est ça. Ce qui est amusant, c'est que il y a certaines de ces chansons que l'on croit avoir été des tubes numéro 1 parce que mémoire collective. Elles ont quelquefois pas trouvé de classement, elles ont quelquefois pas été entendues par ces fameux programmateurs de radio. Donc il y a des grosses surprises. Alors d'où vous est venue cette passion pour la chanson française ? Depuis tout petit, vraiment, ma mère était elle-même passionnée par la chanson française, enfin passionnée, elle collectionnait pas les disques, elle n'allait pas non plus forcément attendre les idoles à la sortie des concerts, mais
mais elle m'emmenait avec elle très tôt, voir Diony, voir Sylvie Vartan, même Claude François, que j'ai vu quand j'avais 6 ans, vous imaginez pas. Ouais. Donc, j'ai tout de suite été, par ma mère, baigné dans la variété française. Et en fait, j'ai épousé tout de suite les goûts de ma mère, à part peut-être Diony qui était un petit peu trop violent pour moi, même si je suis allé voir pendant plus de 20 ans sur scène, dans tous ces concerts depuis le Palais des Sports en 76 jusqu'au début des années 90 à Bercy. J'étais quand même beaucoup plus attiré par les paillettes de Sylvie Vartan et tous ces shows avec les danseurs, etc. Et puis des années plus tard avec Madonna ou Mylène Farmer. Voilà. Alors plus jeune, vous fréquentiez les plateaux télé de Pascal Sevran. Oui, ça c'est arrivé parce que mes parents avaient un restaurant qui était au pied de la butte Montmartre et Pascal Sevran venait en tant que client, il venait manger, il adorait ce restaurant, on faisait des dîners-spectacles et là des chanteurs de la génération d'avant encore venaient chanter leur répertoire. Alors on avait Jacqueline Dano, on avait François de Guelt, on avait Betty Mars, on avait tous ces gens-là qui venaient et moi très vite j'ai été fasciné par ces gens, même si je les connaissais pas du haut de mes 14 ans. Je suis allé voir Pascal Sevran et je lui ai dit que j'aimais la télévision, que je voulais faire de la télévision un jour et il a été très étonné par mon aplomb. Et donc il s'est dit faut que tu viennes mon petit sur le plateau et donc je suis allé à la Chance aux chansons dès l'âge de 14 ans, 15 ans et c'est comme ça que j'ai vu défiler devant moi des gens comme Charles Trenet, comme Ginette Garcin, comme Mathé Alteri. Enfin, j'ai baigné là-dedans. Et puis des années plus tard, c'est vrai que je me suis aussi retrouvé sur les plateaux de Guy Lux quand j'étais très jeune, à l'époque de Cadence 3. Ouais. Et voilà, le temps a fait les choses. Petit à petit, j'ai fini par me retrouver chez Jean-Luc Reichmann et puis chez Nagui et puis voilà, j'en ai fait beaucoup. Quelle était l'ambiance justement avec Sevran à la Chance aux chansons? Pascal Sevran, alors l'ambiance c'était toujours très 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 chaude. Ouais. Pascal était quelqu'un qui avait un tempérament volcanique, on peut le dire. Moi, ça s'est toujours très très bien passé parce que comme il le disait lui-même, je savais lire, je lisais ses livres. Alors pour lui, c'est que je savais lire et donc je n'étais pas qu'un idiot. C'est exactement comme ça qu'il voyait les choses et j'étais passionné par la chanson, donc comme je m'intéressais à ce qu'il écoutait, que ce soit Yves Montand, Charles Trenet ou Dalida, ou même Sylvie Vartan, lui il était assez étonné qu'un gamin de mon âge, à l'époque où on aimait Dépêche Mode ou le groupe AA, que j'écoutais aussi, faut le dire. J'ai suivi aussi les chanteurs anglo-saxons, Elton John, etc. Mais c'est vrai que mon cœur a toujours penché vers la variété française. Donc ça lui plaisait. Et donc on n'avait aucun souci l'un avec l'autre, peut-être grâce à ça. Et parce qu'aussi je lisais ses livres. Mais c'est vrai qu'avec d'autres personnes, il pouvait être assez tyrannique. C'était un perfectionniste? Ah oui, c'était un perfectionniste, ouais. Donc je pouvais me confondre avec ça parce que finalement je suis un peu comme ça aussi, voilà. Et puis quand on a eu comme idole Claude François, même si je l'ai très peu connu, je l'ai vraiment croisé qu'une fois dans ma vie quand j'étais enfant, je me suis quand même beaucoup penché sur sa carrière et sur l'homme qu'il a été. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont fréquenté et je sais aujourd'hui à quel point il pouvait être maniaque et donc voilà, Pascal il avait un peu ce caractère-là, quoi, un petit peu foufou, mais finalement c'est peut-être comme ça qu'on fait des choses. Bien sûr, qu'on réussit, oui. Guy Lux aussi, il était assez perfectionniste, hein. Ouais, j'ai l'impression. ouais. Alors moi je l'ai vu, lui je devais avoir 12-13 ans. Ouais. Sur Plateau de Cadence 3, je me souviendrai toujours, pendant qu'il y avait Aldo Macion qui était en train de faire un gag ou un sketch en direct, je crois que c'était en direct, c'était au studio 102 à la maison de la radio. Et donc les caméras n'étaient pas sur lui et son micro, son fil de micro a emporté toute une table qui était dans le décor à droite comme ça. Et c'est là que j'étais vraiment sur le côté droit en bas. Et là je l'ai vu s'énerver alors contre je ne sais qui puisque c'était lui qui avait fait l'erreur. Mais il ne l'a pas vu parce qu'il était de dos. Moi, j'ai vraiment assisté à ce moment assez étonnant et je me suis dit c'est comme ça qu'ils sont les gens. Alors, il n'y a absolument aucun niveau de critique sur soi-même, quoi. Finalement, c'est le lot des passionnés. Peut-être. Quoique
Moi, je suis un grand passionné et j'ai beaucoup de mal à me regarder en télé, même sur Mélodie. J'ai du mal à me supporter. Il faut vraiment que ce soit mon entourage qui me dise que je suis bien et que je m'améliore ou que les choses sont de mieux en mieux pour que j'accepte ça. Mais physiquement, j'ai du mal à me regarder et j'ai du mal à m'en rendre. Et voilà, peut-être on a tous ce problème-là. C'est normal, hein, on est très critique envers soi-même. Ouais, je crois, ouais. À la radio, c'est plus facile, hein, parce qu'on nous voit pas, donc c'est plus. Oui, mais il y a pas l'image. c'est pareil, quoi. Il y a quand même le son. Oui. Je ne me regarde pas. Quelquefois, je ne fais qu'écouter ce que je dis. Quand les émissions sont multi-rediffusées sur Mélodie, et ça me fait le même effet. Hein. Oui. Oh là là, qu'est-ce que je dis là, oh, mon Dieu. C'est vrai que ça le fait à la radio, mais à la radio, c'est plus intimiste, tandis qu'à la télévision, il y a l'image, et l'image, il faut la gérer quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Faut se dire, bon, alors là, je suis mal coiffé, là, je suis pas bien. C'est quoi cette chemise que j'ai mis, ça va pas du tout. Ouais. Alors, vous avez commencé votre carrière de journaliste en 1994 chez Platine Magazine, et vous avez été chroniqueur sur RTL 9 avec Dick Rivers. Oui. C'est mes premières télés. Alors Dick Rivers, c'était tout un poème. J'étais avec Jean-Luc Bertrand pour la chaîne RTL 9. Et Dick Rivers et Jean-Luc faisaient donc une émission qui présentait plein de choses de toute une époque. Il y avait des archives incroyables de la télé RTL que eux seuls ont d'ailleurs. On aimerait bien récupérer à jour. Des magnifiques documents. Et Dick Rivers donc les commentait. Et moi je faisais une petite chronique avec le magazine Platine où je présentais 3-4 disques collector dont la thématique tournait toujours autour d'un chanteur, d'un artiste. Alors voilà, puis je donnais les prix qui étaient en francs à l'époque, et donc le cours de chacun des disques avec une petite version étrangère à chaque fois qui pouvait amuser toujours Dick et Jean-Luc, qui s'amusaient à entendre Clo-Clo en italien ou France Gall en japonais, enfin voilà. Alors, vous avez eu un passage à Canal Jimmy. Oui, ça c'était des participations en fait. C'était avec dans l'émission de France Roche qui s'appelait T'as pas une idée, voilà, c'est ça. Je cherchais le titre de l'émission. T'as pas une idée, et elle recevait à chaque fois des tas de gens totalement différents, venant d'univers complètement à l'opposé des uns des autres. Je me suis retrouvé devant des peintres, devant des chanteurs aussi, évidemment, puisque c'est ça qui m'a attiré avant tout, et puis devant des réalisateurs de films. Je me suis retrouvé devant José Giovanni, c'était assez incroyable, et puis des grands auteurs-compositeurs comme Étienne Rodagil, et voilà. Et on était tous en une sorte de panel de gamins, parce que j'avais 25 ans, 26 ans à ce moment-là. Et on posait des questions. Et puis j'ai fait beaucoup de portraits. Quand c'était les chanteurs, c'était moi qui faisais les portraits. Intéressant. Alors, je crois me souvenir que Canal Jimmy était un concept un peu années 50, 60, hein, c'est ça? Au départ, ouais. Après, ça s'est un peu transformé, parce que je crois que la chaîne n'existe plus aujourd'hui. Mais oui, au départ, c'était peut-être ça l'idée. Puis très vite, ils sont partis vers d'autres sphères, puisqu'ils ont fait plein de programmes totalement différents. Ils ont parlé de littérature. Voilà. Donc moi, je me suis pas occupé de ce qu'ils ont fait ensuite. D'accord. En 2007, vous êtes chargé de casting pour les émissions de Jean-Luc Reichmann et de Nagui. Oui. Alors ça a commencé par Jean-Luc Reichmann. Ça a duré 3 ans. C'était l'émission Attention à la marche. Oui. J'ai fait une brève apparition sur l'émission qu'il a fait après, qui existe toujours, qui s'appelle les 12 coups de midi. Mais oui, ça c'était une drôle d'expérience. C'était très amusant d'aller chercher sur les marchés, dans les cabarets de transformistes ou dans les cafés pour trouver des garçons de café. Voilà, pour chercher des gens qui sortaient un peu du lot, on le voit dans la rue, ou dans ces univers différents les uns des autres, pouvaient avoir vraiment une personnalité, quelque chose de drôle et qui pourrait être à l'image amusant et pouvoir justement parler et chatter avec Jean-Luc Reichmann et donner un rendu assez drôle, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
C'est la deuxième partie de Paroles de Stars, en compagnie de Christophe Daniel, animateur, présentateur, journaliste à Télémélodie. Alors, vous avez fait une rencontre avec une personne que nous aimons vraiment beaucoup ici à la radio. Il s'agit de France Gall. France Gall, c'était avec Platine, c'était en 96. Oui. Ça, c'était juste pour une interview. Et c'est vrai que ça s'est très très bien passé. Elle a été adorable. Avec Jean-Pierre Pasqualini, on est resté au moins 2 heures, je crois, dans son studio, ce fameux studio blanc, qui a été photographié d'ailleurs sur la pochette de l'album Double Jeu, le dernier album qu'elle a enregistré avec Michel Berger. Et donc c'était amusant de la voir, on était quand même assis en face d'elle, elle était assise sur les marches de ce studio, les fameuses marches que l'on voit sur cette pochette d'album. Et elle a été vraiment super agréable. Elle nous a parlé de tout, et je crois que c'était la première fois qu'elle parlait des chansons de Gainsbourg, de son époque, de ses relations tumultueuses avec Claude François et avec Julien Clerc, même si elle les a vraiment survolées, très très rapidement. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'elle acquiesçait, et avec le sourire. Et elle n'envoyait pas balader les gens qui lui en parlaient. Peut-être parce qu'elle a remarqué qu'on l'aimait vraiment beaucoup, et puis qu'on connaissait bien sa carrière, quoi, sur le bout des doigts. Alors elle revient à la télévision en ce moment, mais tout le monde s'étonne pourquoi France Gall ne chante plus. Et ça, je l'entends sans arrêt. Pourquoi France Gall ne chante plus aujourd'hui, à votre avis? Je pourrais pas le dire. Hein. C'est ça. Je la connais pas personnellement. Ouais. Je l'ai même d'ailleurs jamais revue après ça. On a été invité à l'Olympia en 96, puisque c'était cette époque-là. Je suis allé dans sa loge, la saluer. Elle a été adorable à nouveau. Mais je peux pas vous dire pourquoi elle ne chante plus du tout aujourd'hui. J'entends simplement au son de sa voix quand elle parle que sa voix a littéralement changé. Donc je ne sais pas si elle pourrait le refaire à l'heure actuelle. Je suis allé voir là sa comédie musicale Résiste, parce que j'étais très très intéressé et très curieux de voir ce que cela pouvait donner. Moi, j'étais très content de réentendre toutes ces chansons avec les amis avec qui on était. On était contents de se lever et de danser avec les danseurs, parce que les danseurs viennent nous chercher dans la salle pour danser sur Ella Ella, sur le piano debout, tout ça. Voilà, maintenant, bon, c'était pas, je dois dire que c'était pas une grande révélation, cette comédie musicale. Je la trouve pas extrêmement réussie en matière de jeu d'acteurs et de dialogue, si ce n'est par contre les chorégraphies qui sont superbes, voilà, qui sont faites par la chorégraphe de Christine and the Queen, dont j'ai oublié le nom. Donc ça, c'est très très bien, vraiment, c'est de magnifiques décors et de magnifiques chorégraphies. Donc bon, voilà, il y a du pour et il y a du contre. Mais j'étais très déçu, évidemment, de ne pas la voir, elle, quoi. Oui, on est tous déçus, finalement. Voilà, forcément, même si je savais que je la verrais pas, mais bon. Ouais. Il est vrai que l'autre jour, on lui a posé la question à la télévision, je sais plus sur quelle chaîne, pourquoi vous ne chantez plus? Elle a dit, je sais pas, peut-être que je rechanterai un jour, mais tout le monde attend avec impatience qu'elle chante au moins un petit peu, quoi. Quelques chansons. Ouais, je sais pas si elle le pourrait, hein. Peut-être, hein. On ne sait jamais. Oui. Peut-être que si on lui propose quelque chose, qu'elle chante dans une rangée différente, voilà, je ne sais pas. Faut voir. Alors, une autre rencontre, je crois que c'était en 2011, c'est la rencontre avec Sylvie Vartan pour une collaboration. Voilà, bon, ça c'est le rêve d'enfant réalisé, parce que je suis fan grâce à ma mère, depuis vraiment ma plus tendre enfance. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai vu tous ces shows enfants, j'ai grandi en 75, en 77, en 81, je les ai tous vus, je les ai vus plusieurs fois avec ma mère. Et donc des années plus tard, en 2011, j'avais décidé de faire un documentaire sur toute sa carrière, parce que ça faisait pile 50 ans qu'elle avait sorti son premier 45 tours, et de lui donner dans les mains. Alors je me suis... j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai affronté ma timidité et je lui ai donné mes 2 DVD avec l'intégrale de ce documentaire. Et là, elle a trouvé ça fantastique, elle a trouvé que j'étais meilleur que les vrais réalisateurs, de ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Et donc, un mois après, j'avais un coup de fil de Tony Scotti qui me demandait de réaliser un premier clip pour le concert anniversaire qui a eu lieu à Pleyel, donc fin 2011, qui a donc fêté les 50 ans de carrière, les 50 ans de scène de Sylvie. Et c'était ma première collaboration. Depuis, on a fait plein de choses ensemble. Elle m'a emmené avec elle à Nashville en 2013. Là, ça a été, on a passé une semaine, mais vraiment où j'ai découvert d'abord une femme extraordinaire. J'ai oublié la chanteuse et la star que j'aimais depuis l'enfance. J'ai découvert une femme
merveilleuse, drôle, avec beaucoup de recul sur elle-même. Voilà, j'ai commencé, peut-être que le premier jour, ma caméra tremblait un peu parce que je savais pas du tout comment... parce que là, c'était pas des documents que je gérais, ni un montage d'archives. Là, je créais des images, donc c'était un travail totalement différent. Et donc, je devais sûrement avoir beaucoup de timidité en moi le premier jour. Et puis, le deuxième jour, j'avais oublié. J'avais oublié qui c'était. C'était plus Sylvie Vartan, c'était une femme avec qui je m'amusais comme un petit enfant. On était vraiment tous retombés, on était toute une équipe, toute une bande. Un photographe qui s'appelle Philippe Kess, un grand journaliste à Téléstar qui s'appelle Franck Ragen, et ainsi que Philippe Resseau, le directeur artistique de chez Sony Music. Et on a vraiment passé une semaine à rigoler, tout en travaillant bien sûr, très sérieusement. Ce qu'on a fait, ils ont quand même réalisé un album qui a été magnifique, avec des musiciens, les musiciens de Nashville, sur le bout des doigts, en quelques secondes, ils écoutaient la version originale, surtout des reprises qu'elle refaisait à sa manière. Donc ils écoutaient une seconde l'original, et hop, c'était parti en 2 secondes, en 2 secondes le temps de la chanson, dans 2 minutes quelque chose. Et vraiment, en 3 jours, 16 chansons ont été enregistrées. En effet. Voilà, et on était là pendant 6 jours. Donc c'était un truc de dingue. C'est une personne attachante, authentique. Ah, exactement, ouais. C'est ce que j'avais dit à ma mère, d'ailleurs. Je suis heureux d'abord que tu m'aies fait aimer cette chanteuse, cette artiste, mais ensuite parce que je me rends compte qu'avec toutes ces années de passion et d'admiration, je me suis rendu compte qu'elle était à la hauteur de l'affection que tous ses fans, pas seulement moi, mais tout son public lui vouent depuis tant d'années, parce qu'elle est vraiment authentique, comme vous le dites. C'est une vraie nana, et gentille et attentive, et très très maman en même temps aussi. Et, donc voilà, on ne peut que tomber amoureux et sous le charme de la femme qu'elle est, avant même de savoir quelle est la chanteuse que l'on connaît. Et à la fois discrète, on a l'impression qu'elle est discrète et réservée. Mais ça, c'est tous les Slaves. Alors ça, je connais bien ce système, ce sentiment-là, parce que moi-même, je suis d'origine slave. Ma grand-mère est née en Pologne. Elle est née en Bulgarie. Elle est très slave et donc très timide. Voilà. Donc forcément, ce petit retrait quand elle rencontre les gens au départ. Et puis bon, vous savez, ça fait quand même 55 ans bientôt que ça dure, que les gens se jettent sur elle dans la rue. Je l'ai vu, vous savez, quand on a tourné les clips vidéo quelques mois plus tard pour cet album Sylvie de Nashville. On était à Cabourg. Et les gens s'arrêtent, mon Dieu, vous êtes la vraie, etc. Donc ça fait des années que ça dure. Et malgré cela, elle reste toujours cette petite fille qui est surprise ou amusée parfois selon les réactions des gens. Mais quelquefois, il y a certaines personnes qui peuvent être un petit peu brutales. Et donc, il faut savoir se distancer de ça. Et je peux comprendre qu'elle soit donc timide et réservée, qu'elle fasse attention à cela. Mais en tant que réelle slave, et comme je comprends cela, je pense qu'elle peut aussi être complètement exubérante quand elle connaît bien les gens, quand elle est avec son entourage. Et dans ce cas-là, il n'y a plus du tout de réserve. Et elle peut vraiment être très très drôle. On n'imagine pas ce comme ça, mais vraiment... Dans l'intimité, c'est quelqu'un d'incroyable. Oui, c'est la réserve, juste la réserve qu'il faut finalement, parce qu'avant, les gens étaient un peu plus réservés. Ça n'empêche pas qu'on avait des moments d'exubérance, mais dans une espèce de distinction, de retenue. Aujourd'hui, il n'y a plus de retenue. On peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Enfin bon, ça, tout a ni queue ni tête. Oui, c'est peut-être vrai, oui. Moi, ce que je ressens chez Sylvie Vartan, c'est de la finesse. Oui, elle a toujours fait très attention à ce qu'elle disait. Beaucoup de journalistes, vous savez, elle a quand même vécu les premières époques des journaux à scandale, où on cherchait la petite bête, on voulait savoir les moindres secrets sur sa relation avec Johnny Hallyday, qui a quand même, qui a vécu la vie des Français tous les jours, au jour le jour, pendant plus de 25 ans. Donc, à un moment donné... elle a appris très vite à savoir de dire ce qu'il fallait dire et pas trop. Il y a eu des gens dans son entourage, on le sait maintenant, qui à l'époque ont divulgué des choses, les ont trahis, que ce soit Johnny comme Sylvie. Et évidemment, ces gens-là ne sont plus dans l'entourage et ils ont bien fait. Je veux dire, ils ont tellement vécu de chocs, d'émotions et d'événements que c'est normal de se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut faire attention
aux journalistes quand ils cherchent vraiment la petite bête, quoi. Et je pense que tous ces artistes de cette génération savent très très bien manier les journalistes. Voilà, ce que ne savent pas encore faire forcément les petits jeunes qui arrivent et qui justement ont beaucoup de choses à apprendre de leurs aînés de ce côté-là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets? Là, à l'heure actuelle, moi, j'ai ma petite entreprise qui s'appelle Jack Flash Prod, où je fais des vidéos. Donc, je réalise pas mal de vidéos. J'ai fait des vidéos pour Sylvie, mais j'ai aussi réalisé un clip de rap, par exemple, complètement à l'opposé de mon univers. J'ai aussi réalisé pas mal de vidéos et de documentaires pour la chaîne Mélodie, que ce soit un grand documentaire sur Amaury Vassili qui voyage sur les pas de Mike Brandt. On a aussi interviewé avec Jean-Pierre Pasqualini l'animateur de radio célèbre Sam Bernett qui nous a révélé des informations importantes sur Jim Morrison qu'il a bien connu jusqu'à sa fin, puisqu'il était là le jour de sa disparition. Bon, voilà, je fais beaucoup de choses comme ça et c'est vrai que donc je rencontre beaucoup d'artistes. Là, à l'heure actuelle, j'ai rencontré Corinne Hermès et Pierre-Hébert Léonard qui collaborent ensemble sur un nouvel album. Donc je les ai suivis en studio, je les ai suivis sur scène dans une tournée des années 80. Voilà, donc je fais pas mal de petites choses à côté en tant que vidéaste, on va dire. Est-ce que vous auriez un message, pour terminer, un message adressé aux auditeurs? Je ne vois pas que je pourrais leur dire de regarder Télémélodie régulièrement, Mélodie Vintage Forever, parce que non seulement, moi déjà en tant que spectateur, avant même d'y travailler, j'étais un vrai fan de la chaîne. Pourquoi? Parce que j'adore revoir les émissions de Guy Lux, de Drucker, de Jacques Martin que j'ai vu quand j'étais enfant, et de les voir dans leur intégralité, pas de voir un extrait, mais de voir l'émission. Vraiment, on a l'impression de prendre une machine à remonter le temps et d'y être, comme si c'était en live, puisque l'émission est dans son intégralité. Donc, ça donne du chaud au cœur, vraiment, et puis surtout, on sort de ces émissions qu'on a sur les grandes chaînes qui nous font que la même chose. Ce sont, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quand même quoi qu'on a sur les chaînes leaders. On a du télécrochet, télécrochet, de la cuisine, de la pâtisserie, et maintenant, on s'intéresse aux coiffeurs. Donc, c'est très bien, il y a un public pour ça, mais enfin... et moi je serais beaucoup plus dur, parce que je trouve qu'on n'a que de la violence, des séries américaines qui ne tiennent pas debout, qui sont d'une violence incroyable, et je comprends pourquoi les gens me disent je regarde plus la télé. On ne regarde plus la télé. Donc la télé ne fait plus rêver aujourd'hui. Donc voilà, et heureusement qu'il y a des chaînes sur le câble, que l'on soit abonné ou pas, qui nous amènent encore vers des séries que l'on a aimées, qui étaient beaucoup moins violentes que celles que vous mentionnez en tout cas, et voilà, je sais pas, mais vive Amicalement Vôtre. Oui, c'est sûr. Vive, mais même encore X-Files, qui était quand même pas si violent que ça, ou alors, mais évidemment, dans les années 70, on avait L'homme qui valait 3 milliards et Super Jenny. Voilà la violence qu'on pouvait atteindre, c'était vraiment autre chose. Et voilà, c'est les enfants que l'on était qui ont regardé ça, on fait des gens comme nous, je pense que ça va, on sent pas trop mal. Alors on va leur dire, ressortez vos postes de télé et écoutez et regardez Télémélodie. Voilà, Mélodie Vintage Forever. Voilà. C'est le titre maintenant de la chaîne. Tout à fait. Alors précisons, retrouver sur internet sur jacqueflashprod.com. Merci Christophe Daniel d'être passé au micro de Fréquence Évasion, c'était un véritable plaisir et à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.